Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma avec Arthur ce matin. Bonjour Arthur. Bonjour Anne. Et vous êtes tapé, si je puis dire, ce film dont on parle, magistral, comme dit l'annonce, magistral. Hein, il faut, à la grâce de Dieu, grâce à Dieu. Alors, merci d'en parler, puisque Maxime nous a fait une sortie très digne. Je n'irai pas le voir. Moi, j'ai piqué un coup de gueule, donc à vous, Arthur. Il faut toujours aller voir les films, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la tête des gens. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore l'histoire, ça raconte en fait la naissance de la Parole libérée, qui est une association qui est née en fait de victimes des scouts Saint-Luc, des scouts lyonnais, qui ont été victimes d'un prêtre, en l'occurrence. Il y a encore une présomption d'innocence parce que... Dont le procès n'a pas encore eu lieu. Oui, mais puisqu'il y a beaucoup de faits qui sont prescrits, mais il a quand même reconnu des choses. Bref, là-dessus, c'est pas très grave. On peut se permettre de dire, voilà, c'est une association qui est née de ça, en tout cas, de ces victimes-là, de ce prêtre-là. Ce qui est intéressant, c'est que le film... et c'est le réalisateur lui-même qui le raconte, qui était tourné en secret. Donc François Ozon. François Ozon, il était tourné en secret. Il a eu même un nom de code quand il est allé faire quelques prises de vue à Lyon, notamment à Fourvière. Et quand on tourne un truc en secret, c'est pas forcément très bon signe généralement. Bref, après on lui laisse encore une fois la présomption d'innocence, on va voir le film. Puis il nous raconte partout que c'est pas une attaque contre l'Église et que c'est sûrement pas ça. Le but c'est voilà. Mais honnêtement, c'est assez surprenant par le regard qu'il pose sur les victimes, parce que c'est le truc qui attrape con et ça peut vite vriller, quoi. Traiter du sujet de la pédophilie sur un thème aussi actuel. C'est casse-gueule, quoi. Et il faut lui reconnaître quand même un grand talent pour offrir un vrai regard de vérité, une vraie profondeur sur ces personnages-là. Le problème, c'est la suite. Le titre du film devait être L'homme qui pleure. Oui, parce qu'il voulait faire un peu plus joli. Sur les... Oui, puis en plus, c'est en fait ça cadrait mieux. Le film est conçu comme une série. C'est 3 personnages qui vont chacun se passer le relais pendant le film pour arriver à un truc commun qui est cette association. Voilà. Et chacun a une histoire particulière avec ce curé-là. Et puis il y en a un qui est catho, l'autre qui est athée, puis un qui est flingué, qui est plus rien, quoi. Donc il y a quelque chose de très beau là-dedans, vraiment, de très profond, aussi bien dans ce qu'ils ont vécu, dans la description de ce qu'ils ont vécu, dans les conséquences, dans le milieu aussi dans lequel ils vivaient à l'époque, et qu'il ne faut pas nier, quoi. Évidemment qu'il y a eu un silence, évidemment que des familles sont cachées, évidemment tout ça on le sait, ça se fera là. Mais le problème, c'est que l'idée directrice de son film, c'est quand même d'accuser quelqu'un, quoi, d'accuser quelqu'un qui n'est pas... il est lui-même homosexuel. Ozon, oui, bien sûr. Et c'est un militant. C'est un militant, oui. Alors le problème, c'est que, bon, je ne sais pas si c'est un lien direct avec ça, parce que je pense que le souci de son film, c'est qu'il l'a dit lui-même, je ne suis pas allé voir les autres, j'ai vu que La Parole libérée, parce que tout le reste, je le sais, on l'a vu dans la presse. Vu le traitement de la presse, on peut avoir des doutes. Et en effet, le problème, c'est ça, c'est qu'il a l'angle uniquement de La Parole libérée, que leur point de vue, mais il met en scène les autres. Et les autres, c'est 3 personnes, c'est évidemment le père Prénat, le cardinal Barbarin et sa personne qui est en charge, la psychologue en charge de l'écoute des victimes. Et dans son procédé, il change les noms des victimes, il ne change pas les noms des autres. Quand on ne change pas, c'est généralement on donne un peu un ennemi. Ça, c'est teigneux, oui. Et dans sa mise en scène, la liberté qu'il offre aux victimes, la profondeur qu'il leur offre, il l'interdit aux autres. Bien sûr. Un exemple très simple, c'est le premier... son orientation. Et un exemple très simple, parce qu'on n'est pas dans le danger du cinéma, c'est de rester dans une interprétation avec du ressenti en disant oui, je ressens ça, donc ça veut dire ça. C'est-à-dire le cinéma, c'est voir derrière la caméra l'œil du type. Où est-ce qu'il place la caméra, pourquoi il la place là, qu'est-ce qu'il montre et qu'est-ce qu'il montre pas. C'est-à-dire l'attention de l'auteur. Il y a une scène très simple au début qui est la première confrontation entre une des victimes et le psychologue. La victime, qui s'appelle Alexandre dans le film, raconte les faits, la caméra ne fait pas de champ contre champ. C'est uniquement la tête de la victime et donc n'offre en fait aucune liberté au personnage joué par la psychologue, n'offre aucun regard compassionnel. Et en fait, le problème, c'est que ça va être ça. C'est qu'ils vont rester des monstres froids, ils vont être montrés comme des monstres froids. Et donc, en filigrane, il l'accuse. Et il y a même un truc encore plus grave, c'est qu'à la fin, dans une confrontation, et là où on se dit que le type a du talent, parce qu'il y a une confrontation entre le père Prénat et une de ses victimes, supposé, il rend le père Prénat, humain. Ce qui est assez compliqué au cinéma. Et le problème, c'est qu'il devient plus humain que Barbarin. Voilà. Mais l'homme à abattre, c'était Barbarin. Exactement. Et il le parce dit, que Barbarin avait pris position
des positions catholiques, je suis désolée, on a encore le droit d'avoir des positions catholiques, ou alors il faut enfermer tous les catholiques. Mais non, mais c'est ça qui, en fait, c'est une malhonnêteté. Ça va bientôt venir. C'est malhonnête. En plus, il y a un problème, c'est que c'est l'affaire jurisprudence sur la présomption d'innocence, parce que le procès, dire qu'on le veuille ou non, il n'a pas eu lieu. Dans les conclusions, a priori, Barbarin, il va s'en tirer avec que dalle. Le film a été autorisé pour des raisons essentiellement financières. En tout cas, c'est le verdict judiciaire du deuxième procès, c'est-à-dire de la cour de Lyon, parce que c'est la secrétaire ou la psychologue qui voulait que le film soit reculé. Ils l'ont pas fait parce que les copies étaient déjà distribuées. Mais en fait, on peut dire qu'on peut piétiner allègrement la présomption d'innocence. Donc il y a quand même un procédé qui va faire jurisprudence qui paraît un peu dangereux. Et puis il fallait que ce film rentrât dans la bonne, le bon timing actuel, qui est tout de même une charge au bazooka de notre pauvre Église, avec un livre, Sodomia, avec la réunion des cardinaux à Rome, et les deux dernières aventures, les deux dernières accusations qui, comme par hasard, tombent encore une fois cette semaine, d'un évêque à la mairie de Paris et du cardinal Pell en Australie. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Non, mais ça fait beaucoup et le timing est là. Après, moi, je ne pense pas que ce soit un complot, un truc organisé. Je pense qu'ils ont des intérêts financiers, que le producteur qui dit on va sortir le film là à ce moment-là, c'est parce qu'il sait qu'il va faire un buzz, donc on va en parler et ça va pas louper parce qu'il a fait 50 000 entrées en 3 jours. Donc, c'est pas je pense pas qu'il y ait un grand complot avec un grand architecte qui est au-dessus et qui contrôle tout ça. C'est juste qu'ils ont des intérêts communs. Des intérêts communs. Vous avez raison. Oui, c'est une histoire d'intérêt. Oui, vous avez raison. C'est une histoire de gros sous. Enfin, faire une histoire de gros sous avec l'Église, c'est un peu fatigant. L'Église à 17 heures aussi, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, dans un sujet qui l'Église est a ses torts, bien évidemment, Arthur. Je voudrais rappeler juste un chiffre qu'on m'a communiqué hier. Les affaires d'inceste en famille, c'est 200 personnes pour 1000. 200 pour 1000. La pédérastie dans l'Église, c'est 3 pour 1000. 3 pour 1000, 200 pour 1000. Donc, relativisons. Mais j'ai pas compris le rapport entre l'inceste et... L'exploitation des enfants. Quand en famille, un père a des pratiques sexuelles sur un enfant. Pédocriminalité, comme diraient les autres. Oui, mais dans les deux cas, c'est de la pédocriminalité. C'est ça qui est très chiant. Non, mais ça, c'est évident. Après, mais le problème, c'est qu'on ne va pas rentrer dans une logique de oui, mais regardez, les autres, c'est à côté, c'est pire. Non, absolument. Mais le problème, c'est qu'il y a une focalisation. Il y a une focalisation qui est insupportable. Dans le métro de Paris, il y a cette affiche avec marqué magistral, avec les vitraux qui ne sont pas encore remplacés par des vitraux d'art contemporain, parce que ça, quand même, ça date un peu. C'est insupportable. Et alors... c'est pour ça qu'il faut aller le voir et expliquer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. En plus, la reconnaissance des médias catholiques. Oui. Alors là, on reste les deux bras le long du corps. Parce qu'ils ont été touchés par le traitement et qui est juste des victimes. C'est vrai que ce traitement est bouleversant, c'est fin, et le problème, c'est qu'il ne prend pas autant de précautions pour faire la partie adverse. C'est que c'est quand même un truc très américain, et c'est leur génie. Vous rappelez-vous du film Spotlight qui racontait justement ce réseau à Boston. Le film était hyper intéressant, hyper juste. Les Américains ont une capacité à analyser leur propre histoire de manière très rapide. Donc ils attendent généralement la fin de l'histoire pour commencer à le faire. Et ils le font avec une interprétation du réel. Et quand on interprète le réel comme ça, ce qu'il faut, c'est avoir un regard de vérité. Et ce regard de vérité, il passe forcément par le doute. Et dans ce film-là, il n'y a aucun doute. C'est très joli. C'est une définition très belle, magistrale pour le coup. La vérité passe par le doute. Merci Arthur. Je vous en prie. Mais moi, je n'irai pas voir ce film parce que je suis absolument excédée par cette accumulation, cette réjouissance, cette espèce de méchanceté, de régalade. C'est un peu pervers. C'est la perversité, merci de dire le mot, et que ça a des conséquences énormes, je vais vous le dire. Je suis entourée dans tous les lieux où je vis d'un certain nombre de prêtres qui sont extrêmement touchés, ils ont toujours été agressés grâce à M. Ferry et les autres dans leur village et dans leur ville, parce que quand ils portent une soutane, on leur dit croa, croa. Il n'y a pas de loi. Quand on dit croa, croa à un prêtre, il n'y a pas de loi pour accuser ce crétin qu'il fait. Par contre, il y a des lois pour, si on dit la même chose pour une femme enturbanée, là, on a
beaucoup d'argent comme de pénalité. Mmh. Et autre chose, certaines religieuses qui ont été stigmatisées, des ordres qui ont été stigmatisés par le pape lui-même, disent on ne va plus pouvoir porter notre habit. On ne va plus pouvoir porter notre habit. Donc, on vit en 2019 exactement comme dans les pires années anticléricales du 19e siècle. Il y en a marre. Alors, cette République, elle se dit fraternelle, alors qu'elle passe à l'acte. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Que les catholiques se remuent un peu, parce qu'ils sont quand même lourds. Ils se remuent. Ils sont lourds. En fait, le problème dans ces sujets-là, c'est qu'il faut être juste et nuancé. Absolument, Je veux dire qu'il y a des salopards dans l'Église. Bien sûr, mais l'Église est humaine. Un prêtre pédophile, c'est pire en conséquence qu'un prof pédophile, parce qu'il incarne quelque chose. Oui. Voilà. Oui. Mais, les dégâts sont les mêmes. Bien sûr, mais il faut juste pas se tromper de coupable, c'est tout. Non, absolument. Et puis, il faut être juste. Et puis, il faut varier les coups. Il faut varier. Il faut taper à droite, à gauche. Comme dirait François Hollande, la France est le pluriel. La France est plurielle. Bon, merci Arthur de vous être donné la peine de voir cette horreur. Un autre film, vous avez aussi beaucoup aimé, Une intime conviction, comme Maxime. Tout à fait, et justement c'est assez intéressant parce que ça parle d'un fait divers, d'un fait qui est l'affaire Jacques Viguier. Qui n'a pas été réglé. Bah si, il a été acquitté. Il a été réglé. Oui, vous avez raison. Enfin, ce qui est intéressant, elle a été réglée, merci pour la femme qui est morte. On ne sait pas qui est... Ouais. Ah oui, vous pensez qu'elle s'est fait la malle? Non, je ne pense rien. En fait, c'est là qui est très... Vous êtes un vrai romancier, vous pensez qu'elle est partie? Non, je ne pense pas. Et justement, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ce film-là, et moi je le mets en regard... Une femme disparaît, redite... Alors l'histoire, c'est le crime parfait, c'est un prof bipolaire qui a une amante, sa femme a des amants, c'est un truc un peu compliqué, sa femme disparaît, le corps est jamais retrouvé. Ah, je ne savais pas qu'ils avaient des... Oui, si. C'était déjà un couple bizarre. Oui, c'était... Bon, voilà. Et en fait, la femme disparaît, il est accusé du meurtre de sa femme, sauf que dans la procédure anglo-saxonne, ça qui est amusant, c'est qu'on ne peut pas faire un procès d'un corps qui n'est pas mort, en fait. Vous savez bien que les femmes de marins qui perdent leur mari en mer, il faut beaucoup de temps pour déclarer la mort. Exactement. Même dans l'immobilier, il faut 20 ans. Si votre mari disparaît et que sa maison, vous l'hériterez, que dans les 20 ans qui suivent la disparition, parce que dans 20 ans, ils acceptent quoi, la justice. Sauf si on a la preuve du décès. Sauf si, bien sûr, si vous avez la preuve. Mais si vous avez pas, là, en fait, ça, on ne sait pas. Quand on n'a pas la preuve. Je dis que l'affaire est résolue parce qu'il a été accusé en fait, du meurtre de sa femme. Il était 2 fois aux assises, 2 fois acquitté. Et 2 fois acquitté. Ce film raconte le 2e procès. Et alors, en fait, c'est intéressant pour 2 choses. Déjà, parce que le film de Prétoire, ce qu'on appelle le drame de Prétoire, qui était un peu la vérité de Clouseau, ça a disparu. En France, dans le cinéma français, ça a laissé le champ libre au cinéma américain, avec toutes les adaptations des films de Grisham. Ce qui fait que ça nourrit notre imaginaire collectif, et que nous, on connaît mieux le système de procédure, les codes de procédure anglo-saxons, que la procédure française. C'est objection contre honneur, c'est tout ça. Votre honneur, alors qu'on dit Monsieur le Président. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. On redécouvre ce que c'est qu'une cour d'assises. Et ensuite, ce qui est intéressant, et je le mets en regard du film d'Ozon, en parallèle, c'est qu'il prend un fait divers, mais lui, il le fait pour faire ce que doit faire le cinéma quand il veut être autre chose qu'un divertissement, c'est pour donner un éclairage sur un truc inconnu ou méconnu et apporter une réflexion. Mais une réflexion qui n'est pas didactique, c'est une réflexion qui pose en collaboration en fait, avec le spectateur. Et justement, ce film, c'est ça. C'est, vous voyez le truc, vous dites, ouais, c'est intéressant, parce qu'il le conduit comme un thriller, quoi. Donc, on ne s'ennuie pas, y a des... Voilà, même si on connaît la fin, pour ceux qui ont suivi l'affaire Viguier, on ne s'ennuie pas. Et puis après, 2-3 jours après, ça revient en disant, puis il dit ça, et puis il dit ça, et puis... Et en fait, c'est un film qui vraiment interroge sur notre système judiciaire judiciaire français. On continue à refaire le procès. Pas forcément le procès, mais sur notre système judiciaire, qui est basé sur l'intime conviction, en fait. Qui est en fait l'inverse du système anglo-saxon, qui est le système anglo-saxon, en plus, qui est beaucoup plus théâtral, c'est du procès va naître la vérité. Le principe de la justice française, c'est le doute, en fait. On interroge le doute sans arrêt, quoi. Alors après, il prend le parti du Pont-Moretti. Mais c'est important, le doute. Mais c'est très important. Les gens qui ne doutent pas sont graves. Mais ce sont des psychopathes. Mais donc le film est vraiment intéressant, vraiment intelligent. C'est un premier film. Alors, il y a une suite, il y a une histoire à écrire. Qu'est devenue cette femme? Ça, on ne sait pas. Elle a refait sa vie? On ne sait pas.
Non, mais après, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il montre dans le film comment une rumeur, quoi, il explique en gros que la rumeur nourrit la justice française. Comment la rumeur, comment la dictature, l'émotion peuvent accuser un homme. Oui. Mais on peut le mettre en parallèle avec l'affaire Jacqueline Sauvage, qui a été condamnée à Oui. 2 fois aux assises. Oui, oui. Et c'est la rumeur, et c'est l'émotion qui a fait qu'on l'a acquitté. Oui. Comme on a fait que Viggy était. Voilà, c'est complètement ça. C'est Quoi. très intéressant Donc, c'est comme vraiment intelligent. rapprochement. C'est très intelligent, Oui, oui. c'est un film fin, quoi. Et c'est un premier film et tout, avec des super acteurs. Bon. Olivier Gourmet qui est vraiment formidable, Bon. Marina Foïs qui est très bonne également. Bon. Vraiment bon film, quoi. Alors moi, je n'ai pas de film, j'ai une pièce de théâtre. Fabrice Lucchini a repris à la Porte Saint-Martin les écrivains et l'argent. Ouais. Et c'est absolument étonnant, il est toujours en très grande forme. Et l'entendre dire, déclamer la tirade de Ruy Blas, bon appétit, ministres intègres, c'est fabuleux. En plus de ça, il y a un jeu entre la salle et lui, comme toujours. Et le soir où j'y suis allée, il y avait au premier rang un historien, un professeur d'histoire, qui connaissait cette tirade. Donc Fabrice Lucchini commençait un vers et lui le terminait. C'était inouï. Est-ce qu'il reste des places? Parce que le problème Alors, Lucchini, il n'y a pas de place, mais ma théorie, c'est qu'il y a toujours une place. Parce qu'il y a toujours une vieille dame qui s'est tordu la cheville la veille, une vieille tante qui... voilà, une maman dont le bébé a la rougeole, donc qui n'a pas pu sortir. Ouais. Donc, il faut toujours tenter sa chance. Il y a toujours des strapontins. Il faut y aller. Alors, il ne faut pas y aller à 15, hein, mais il faut être près de la caisse, attendre. Et il y a toujours... voilà. Et puis, j'ai un autre spectacle qui est malheureusement terminé, mais je vous en parle tout de même parce que cette jeune femme va sûrement réapparaître. Et ça s'appelait Vous qui savez ce qu'est l'amour, qui est l'air de Chérubin dans Les Noces. Et c'est une cantatrice extraordinaire qui s'appelle Romy Esteves, qui met en scène les noces de Figaro. Elle est aidée par un guitariste, une guitare électrique. Les noces avec la guitare électrique, il fallait le faire. Et elle joue tous les personnages. C'est une excellente chanteuse, c'est une danseuse hors pair et c'est un mime. Elle mime, quand elle mime le conte, elle mime un mec qui marche avec les jambes raides. Et elle mime Marceline, la méchante, elle mime la comtesse, elle mime Chérubin. C'est un spectacle. Elle est seule en scène avec son guitariste. Et on a les principaux airs. Et c'est un grand, grand bonheur. Sa lecture des noces est très intéressante. L'air que vous connaissez peut-être, qui est Ho perduto mi meschina, j'ai perdu mon aiguille. En réalité, elle situe, c'est la petite Barberine qui en fait vient d'être violée par le comte et qui est complètement perturbée, qui répète « j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu ». Et on pense à la chanson des marins, des chansons de marins « J'ai perdu mon avantage ». Enfin bref, c'était un spectacle éblouissant. Donc, vous pouvez retrouver ces airs sur Internet en tapant « Vous qui savez ce qu'est l'amour » ou « Romy Esteves ». Mais faites très attention parce qu'elle va sûrement remonter un spectacle et il faudra s'y précipiter. Voilà. Et vous, encore une chose? Un grand film qui s'appelle Les Étendues imaginaires, qui est un film singapourien. Oui. En fait, c'est intéressant, c'est que c'est un Singapourien qui fait un film sur sa ville, sur son île. Et il décide de filmer la machinerie de ce miracle économique, l'envers du décor. Sauf qu'à la différence des films sociaux français, il n'oppose pas la jeunesse dorée avec la machinerie. Singapour est une ville qui est une île qui est créée de manière complètement verticale par des migrants de toutes parts. Pour être en concurrence avec le monde occidental, ils sont obligés de se renouveler perpétuellement, mais c'est qu'ils ont un territoire limité. Donc lui décide de filmer ça, un peu comme une enquête, sauf que rapidement son enquête va devenir un film de David Lynch, quoi. Vous savez, David Lynch qui aime beaucoup faire parler de la transformation, en mélangeant le rêve, la réalité, tout ça. Donc c'est une espèce de trip un peu sensoriel, on rentre dedans comme ça, on se fait embarquer, et sauf qu'à la différence d'autres films sur ces sujets-là qui sont très esthétiques,
cette espèce de mélange de rêve et de réalité est vraiment une allégorie de Singapour, quoi, qui est un truc complètement hors sol. Alors après, c'est vu par un Singapourien. Les Singapouriens, comme les Chinois d'ailleurs, ont une définition du rêve qui n'a rien à voir avec celle de l'occidental, quoi. Le rêve fait partie, en fait, de leur réalité. Et puis, ils sont beaucoup plus fins, quoi. Il n'y a pas le bon, le vrai, le moche. Voilà. C'est un mélange de tout. On le voit dans leur peinture. Oui, complètement. Mais vous savez, c'est un peu le nœud gorgien, quoi. Il y a le nœud, tout le monde y passe en disant comment on va faire, parce que tout est imbriqué, tout a raison, tout a un sens. Et Alexandre débarque, il tranche le nœud, quoi. Bon, c'est ça. Nous, on ne sait pas faire ça. Quoi. Nous, on sait faire ça, pas eux. Et donc, ça permet de montrer autre chose, quoi. Et là, comme c'est adossé à une réalité qu'on ne connaît pas, qui est Singapour, qui est la machinerie de Singapour. C'est vraiment intéressant et artistiquement très. C'est une expérience, quoi. C'est une expérience. Donc voilà, j'ai un film qui m'a beaucoup troublé. Qui vous a quand même plu. Ah, beaucoup, oui. Qui m'a beaucoup plu. Ouais, beaucoup. Bon, eh bien, c'est très très bien. Donc, nous vous conseillons une intime conviction, les étendues imaginaires, et nous avons bien critiqué, grâce à Dieu. Et nous avons vanté le spectacle qui recommence de Lucchini, Les écrivains et l'argent. Merci beaucoup, Arthur. Merci, Anne. Et maintenant, vous allez entendre un jeune réalisateur qui a créé une société, Saint-Louis Studio, et qui crée des films pour mettre en valeur le patrimoine français. Au revoir, Arthur. Nous allons poursuivre, amis de TV Liberté, cette rubrique cinéma par la présentation d'un groupe de jeunes cinéastes sur Versailles. Bonjour, Baudouin-Lauzier. Bonjour, madame. Vous présidez une association qui s'appelle Saint-Louis Studio. Tout à fait. Et vous avez décidé de réaliser un film. Alors, je sais bien que c'est l'écriture contemporaine. Écrire un film, c'est de votre temps. Comment est-ce que ça vous est venu ? Vous maniez la caméra très jeune et très... Ah bah ça fait depuis... j'ai toujours aimé manier la caméra, écrire des histoires. Écrire des histoires. J'ai beaucoup d'imagination pour ça. D'accord. Et je trouvais qu'aujourd'hui, le cinéma français, malheureusement, a perdu une certaine classe. Oui. On montre moins de choses et on les montre de manière moins jolie. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est même lourd, quelquefois. Quelquefois, oui. C'est même assez lourd. Alors là, le film que vous avez créé, donc un dîner aux chandelles, se base dans un cadre extrêmement joli, puisque c'est le château de Giseux. Tout à fait, château Giseux. Qui est magnifique. Comment vous l'avez choisi ? Vous aviez des relations avec ses propriétaires on cherchait... alors du coup, pour cette web-série, parce qu'il s'agit plutôt d'une série qui sort sur Internet. C'est une série sur Internet. Vous avez raison, il faut le dire tout de suite. Alors du coup, on a cherché plusieurs châteaux qui seraient dans la région de Tours, parce que je suis un Tourangeau. Un Tourangeau, oui. Et j'aime beaucoup, je trouve que cette région-là est très riche en patrimoine culturel, historique. Mais toutes les régions, Baudouin. Toutes les régions. Toutes les régions de Mais France. celle-là, est assez chère à mon cœur. Bien sûr. Et donc, on a cherché un château et par l'intermédiaire d'un ami, on a visité le château de Giseux. Je suis tombé tout de suite sous le charme du château. Oui. Il y avait tout qui correspondait à ce que j'avais dans la tête, la cuisine avec les casseroles. La cuisine en sous-sol. En sous-sol. Cette prodigieuse allée pour arriver au château. Tout à fait. Le portail, les grilles. Le château il était parfaitement... Il s'inscrivait parfaitement dans la lignée que je voulais donner à la série, qui est, comme c'est un thriller à la Agatha Christie, il fallait que le château soit aussi un petit peu lugubre sur certains aspects, et ça passait très bien. C'est-à-dire que vous le filmez toujours en partant d'hiver. Voilà, c'est ça, il fait froid. C'est en noir et blanc. En noir et blanc, tout à fait. C'est très important, le noir et blanc. Très important, ouais. Et puis c'est un peu un hommage... au film que j'aime beaucoup, les films des années 50-60 avec Jean Gabin. Je me suis un peu inspiré du film L'affaire Saint-Fiacre, oui, avec Jean Gabin. Ça se passe aussi dans un château l'hiver. Et ce film que j'avais beaucoup aimé. J'ai voulu faire un peu un hommage Très bien, vous avez de bons maîtres. Et ce qui est détonnant quand on filme... en noir et blanc, c'est l'importance de la lumière. De la lumière, tout à fait. C'est très important. Vous ouvrez les fenêtres, vous ouvrez les volets, et la lumière rentre, et ça donne un effet extraordinaire sur le film. Alors,
Ça pourrait aussi s'appeler, ça s'appelle le dîner aux chandelles, mais ça pourrait aussi s'appeler meurtre au château. Aussi. Donc nous sommes dans un Agatha Christie, dans la tête de Baudouin-Lauzier, donc, puisque vous êtes le président de ce groupe. Et donc nous allons, il va y avoir un meurtre, et puis alors pas qu'un meurtre en réalité, mais beaucoup, d'un coup. Et donc on va passer son temps à chercher l'auteur du meurtre. On n'en dit pas plus. Donc, vous avez travaillé avec des amis, vous avez créé un groupe? Alors, l'association Salut Studio a été créée justement à l'occasion de ce tournage-là, un dîner aux chandelles. Oui. Le but de l'association est vraiment de promouvoir le patrimoine culturel et historique français. Oui. Et on voulait, créer donc on a créé cette association j'ai créé avec plusieurs amis. Proches et chacun a une compétence particulière et c'est ce qui fait fonctionner tout. Il y en a un qui est un très bon commercial, Oui. moi je suis plutôt à la technique du coup. Oui. Il y en a un qui est aussi un très bon gestionnaire de projet, c'est son métier d'ailleurs, donc du coup c'est pour ça que ça fonctionne, ça marche bien. Et alors comment vous avez trouvé vos acteurs et vos actrices? Et la plupart sont des bénévoles, mais je tiens à souligner que la série est quelque chose de particulier, c'est qu'elle est doublée par des comédiens professionnels. Ah, oui. Donc des comédiens dont le métier est le doublage de voix. D'accord. Et ces comédiens-là, je les ai approchés par le biais de leur agent, ou j'ai réussi à choper leur numéro, à trouver leur numéro. Et ils ont pour la plupart accepté de manière bénévole de le faire. Aussi, oui. Et de manière très gentille. Et c'est ce qui peut-être pourrait perturber certaines personnes dans la série, c'est d'entendre des voix connues de films. Il y en a qui ont été perturbés, mais comment dire, je voulais aussi faire un hommage à ces personnes-là et à ce métier-là, qui est un peu un métier d'ombre et qui est si important. Qui est très important, parce que quand je regarde un film, quand je vais voir au cinéma, j'essaye de le voir en français, même si c'est un film américain, parce que les voix qu'on entend depuis des vingtaines d'années, on y est attaché. Oui. Bien sûr, on est attaché. Puis ces voix françaises représentent ces grandes vedettes, ces grands fauves du cinéma. Je pense à Julie Christie ou à... on a dans l'oreille leur voix. Je vois pas une autre sur Bruce Willis, je vois pas une autre voix que la voix qu'il a actuellement, quoi. Bruce Willis, je l'entends pas sa voix. Ah, vous excusez-moi. Alors, ce qu'il y a de très joli aussi, c'est que vous savez nous rendre compte de cette atmosphère particulière et quand même de la classe de ces gens. Son intendant arrive pour lui dire que sa fortune est partie en fumée et il n'y a aucun écroulement et il dit j'annoncerai ça à mes enfants demain, ne gâchons pas cette soirée. On se dit mais... Ces gens-là avaient une éthique et une façon de vivre, ils avaient compris certaines choses, on les avait élevés comme ça, c'est le panache, de ces personnes-là qui savent se maintenir à flot, la tête droite. Toujours en avant, calme et droit. C'est ça. Et puis, la devise des cavaliers. Même si je ne situe pas l'histoire, j'essaye de ne pas donner de date. Ça reste début XXe siècle. Donc, on ne sait pas s'ils ont connu la guerre de 14-18. On ne sait pas s'ils ont connu cette époque-là, mais au moins, ils sont marqués par tout ce qui s'est passé avant. La Révolution qui est arrivée juste une centaine d'années avant. Et c'est un peu cette époque-là aussi, il y a j'ai perdu le mot. En tout cas, vous jouez, vous, le prêtre. Oui, tout à fait. Puisque à cette époque-là, dans un château, eh bien, il y a souvent le prêtre qui est là et qui est accueilli et qui est nourri et que l'on écoute. Il faisait partie de la société. Il faisait partie de sa société, absolument. Et vous le jouez fort bien. C'est gentil, merci. Mais alors du coup, c'est votre voix? Non, c'est même pas moi, je suis doublé, mais la voix me va très bien. Oui, ça passe très bien. Oui, j'ai pas été... je vous connais et je n'ai pas tilté. Alors, cette série sur Internet, comme c'est très à la mode, c'est très pratique parce que vous l'avez sur votre téléphone, donc vous
entre autres. Vous pouvez... alors, pour accéder, il faut payer, c'est ça? Alors non, le visionnage est gratuit, Le visionnage est sur gratuit. sur YouTube. Sur YouTube, très bien. Euh, Et donc, vous cherchez des financiers, des Voilà, mécènes. c'est ça, pour finir, parce qu'elle est complètement tournée, mais il faut finir de la Il sortir. faut finir de la sortir. Il faut la monter, il faut Ouais. rajouter la musique, les bruitages, tout ça, et Ouais. ça a un certain coût. Et ça a un certain coût. Donc, et comment ça se passe? Vous êtes une association loi 1901. C'est ça, Donc, tout à fait. si on vous donne des sous, on est défalqué de ses impôts? Alors, pas encore, Pas parce encore. que l'administration française fait que c'est très long, ce genre de choses, pour D'accord. se mettre en place. D'accord. Mais ça ne saurait tarder. En tout cas, chers amis de TV Liberté, si vous voulez voir fleurir des scénarios et des films sur Internet qui soient autre chose que Marie, couche-toi là ou Polo, couche-toi là, puisque maintenant il y a égalité entre les deux, si vous avez envie de vivre au milieu de ces belles demeures, eh bien, vous tapez sur Internet Saint-Louis Studio. Alors, oui, c'est ça, Saint-Louis Studio, et sinon sur YouTube, Saint-Louis Studio en Dino Chandelle, et vous trouvez l'intégralité de la série. Et vous trouverez, non pas les premiers, L'intégralité des épisodes qui sont sortis, ouais. les premiers épisodes, donc vous ne saurez pas encore la fin, et je vous assure, il y a un certain suspense, et moi j'ai envie de savoir, donc il faut financer. Voilà, c'est ça. Ah bon. Merci beaucoup Benoît Lauzier, et vous nous tenez au courant, et dès qu'il y a un nouveau projet, vous nous le faites savoir. C'est ça peut être très intéressant pour des tas de gens qui ont des demeures et qui Oui. voudraient les mettre en valeur. Tout à fait. Vendre une histoire pour illustrer un château, c'est finalement beaucoup plus captivant que... Alors, ça vous ouvre C'est des le- possibilités énormes si vous vous mettez à... C'est ce qu'on voulait faire, c'était, comme je disais, on voudrait, l'association a pour but de valoriser le patrimoine, entre autres culturel et historique, et par le biais de l'audiovisuel, au lieu de faire une simple pub comme ça, aller au château visiter, Oui. on s'est dit que Oui, c'est ça, non, mais inclure le château dans l'histoire, ça... Créer une histoire pour chaque château, c'est Pour chaque- fantastique. voilà, et chaque c'est ça. château a une histoire. Exactement. Une histoire... Je pense au château de la série Downton Abbey. Quand Oui. on regarde, le château est connu Oui. pour cette série. Oui, oui. Quand on le voit, on dit ah, c'est le château Downton Abbey et tout. Oui, Ouais. oui. Et donc, bon, avec- En fait, cela ferait venir le public dans ces demeures. ah, si le public a aimé la série, oui. Oui, non, c'est ce qui s'est passé. Puisqu'il y a des milliers de gens qui se rendent en procession à Downton Abbey. Tout à fait. Donc c'est extrêmement utile, votre travail. Merci, Baudouin. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bien voilà, c'était la séquence créative de notre rubrique cinéma. Merci beaucoup, Baudouin. Merci, madame. Au revoir, chers amis. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Madame Anne de la Cretelle. Bonjour, Madame. Bonjour madame. Vous avez écrit un fort beau livre. Je préviens tout de suite les téléspectateurs. Alors, ils vont me dire, mais vous nous dites ça à chacune des émissions que vous faites. Sinon, les livres ne seraient pas choisis, ni les écrivains. Mais là, je dois dire que c'est très particulier parce que vous avez un don de prose magnifique. Vous êtes la fille de Jacques de la Cretelle. Et vous ressuscitez tout un monde, c'est le titre de votre livre, sous-titré Jacques de la Cretelle et ses amis. Et c'est aux éditions de Fallois. Alors, ses amis, c'est tout de même toute cette grande littérature de l'entre-deux-guerres. Proust, le premier. Oui, alors c'est vrai que je pense que bien sûr mon père aurait écrit, il avait la vocation en lui, mais c'est Marcel Proust qui l'a lancé en littérature. Et ça c'est très touchant, parce que Proust a pris sa plume et d'une manière presque coercitive, impérieuse, a écrit à Jacques Rivière en lui disant qu'il devait prendre la Cretelle dans l'équipe de la NRF.
Et c'est très curieux parce que vous connaissez les lettres de Proust, elles sont pleines d'incidentes et de circonvolutions. Et là, la lettre qu'il écrit à Rivière est comminatoire. Oui, Et c'est très original parce qu'on ne voit pas Proust s'occuper des autres. On le Merci. présente comme un homme Oui. enfermé qui ne Oui. s'occupe que de lui-même. Et Oui. pas du tout. Et voilà ce qu'écrit votre père. Je n'ai jamais osé dire à Proust tout ce que je lui devais parce que je sentais bien l'écart immense qu'il y aurait toujours entre son œuvre et mes livres. Mais je ne pense pas qu'il y ait de la fatuité à reconnaître que c'est par une compréhension intime du côté de chez Swann et la forme subjective de cette œuvre que je pris un jour un cahier pour y raconter une histoire. Exactement. Et il y a eu vraiment plus qu'une amitié, une affection profonde entre mon père et Marcel Proust. Il faut dire que Marcel Proust était entouré d'un petit cénacle de jeunes écrivains, dont Cocteau, dont Paul Morand, Giraudoux, et c'était tout le groupe d'amitié et d'amis de mon père. Alors, vous mettez en exergue de ce livre quelque chose de citation très vraie de Paul Morand. Si vous n'avez pas mal quelque part, inutile d'écrire. Cette citation est valable pour votre père et pour vous? Pour moi, sûrement. Pour mon père, je pense que oui, il a eu une enfance un peu bouleversée par la mort très prématurée de mon grand-père, Amaury de la Cretelle. Et puis, il était d'une nature extrêmement introvertie. Et je pense que l'écriture a été pour lui un sésame tout à fait extraordinaire, en fait. C'est son premier livre qui relate un événement de la guerre de 14 qui lui a ouvert la voie de l'écriture. Et ce qui m'a frappé, c'est que je possède la lettre où Proust le félicite de son roman. Il lui dit quel effort pour rejoindre, en parlant de lui, de Marcel Proust, et il met rejoindre entre guillemets. Et cela m'a beaucoup interpellée parce que je me suis dit, au fond, le secret de Proust est peut-être cela, qu'il n'arrivait pas, comme par une forme d'autisme très interne, mais pas vraiment exprimé, mais il n'arrivait pas à aller jusqu'aux autres, et que cette gentillesse célèbre, on disait toujours Proust est si gentil, était une espèce de voie qu'il avait essayé d'explorer pour rejoindre les autres. Et c'est étrange de se dire que Proust avoue à mon père avoir de la difficulté à rejoindre. Chose qu'on retrouve d'ailleurs, par exemple, chez Daniel Halévy, qui était au lycée avec lui, et qui, relatant leurs années de lycée, dit « il était différent ». Il était différent de nous, et Halévy avait saisi cette nature complètement écorchée vive de Proust. Mais revenons d'abord à vous qui tenez la plume dans ce livre. Vous écrivez ce qu'on appelle en musique un tombeau à votre père, à son œuvre. Oui, à son œuvre. Et vous avez eu un grand amour pour lui qui n'a pas toujours été bien récompensé parce qu'il y avait cette œuvre, parce qu'il y avait une vie professionnelle et mondaine très, très importante, et puis parce qu'il y avait votre mère qui a créé en sorte une espèce de forteresse. Oui, de barrage, oui, Oui. de barrage tout à fait inconscient. Enfin, Oui. Vraiment. Mais ils étaient bien tous les deux. Voilà. Et maman était un être très généreux qui a été une grand-mère merveilleuse, mais il est certain que ça s'explique. Elle avait épousé un homme qui pouvait être son père. Oui. Mon père pouvait être mon grand-père, puisque tout de même c'est rare, mon père était plus âgé que sa belle-mère, que ma grand-mère.
Et donc, ma mère qui avait perdu son père à la guerre à l'âge de 4 ans, a retrouvé en mon père à la fois un père, un être à admirer, Un professeur. absolument, Oui. un mari, un ami, un amant. Et alors donc, elle a voulu le garder très jalousement et ils ont mené une vie fusionnelle, Oui. bien que la vie de mon père était très écartelée. Puisqu'il il a eu des aventures Oui, homosexuelles oui, aussi, oui, oui. des aventures, des liaisons. Il faut dire qu'il était très beau. Et Proust disait même que c'était un des hommes les plus beaux qu'il ait jamais vus. Donc, mon père a cette phrase que beaucoup d'hommes pourraient lui envier. Il parlait des plaisirs trop faciles de la chair. Alors, c'est vous dire qu'il avait une espèce de distance aussi par rapport à cela. Et donc... Et d'ailleurs, il emploie cette expression, un fauconnier dompteur de son rapace oui, apprivoisé. oui. L'écrivain est un fauconnier Oui. dompteur de son rapace apprivoisé. Oui, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai pensé ça. C'est vous qui avez écrit oui, ça. Oui. Et je trouve que ça explique beaucoup d'œuvres. Oui, ça explique Monterland, ça explique oui, Julien Green. Exactement, explique, exactement. Avec peut-être... Parce qu'en ce temps-là, en plus, on dit qu'il faut dompter son rapace, Oui. Ce qui n'est plus le cas Oui. aujourd'hui. Les choses étaient... Alors peut-être certains trouveront que c'était peut-être un peu de débauche, mais non. Mais les choses étaient beaucoup plus fluides et beaucoup moins manichéennes Beaucoup que de moins nos manichéennes, jours. absolument. Et donc mon père pouvait avoir des liaisons féminines et masculines sans que ça lui pose un problème. Mais il n'a jamais voulu, il le dit dans un écrit qui est vraiment péremptoire, il dit « il n'est ni de l'un ni de l'autre bord. Il ne veut pas choisir. » Il ne veut pas choisir. Et ça, Non, c'est non, bon, c'était sa décision. Alors, votre livre est un très joli film, en fait, de cette vie. Oui, Et la première scène, l'une des premières scènes, nous sommes à Venise. Il vous emmène. Vous êtes follement heureuse. Et il va voir tous, c'est une fête somptueuse, comme il y en avait à Venise, en ce temps de l'entre-deux-guerres, que vous appelez les années folles avant la vraie folie, qui est la Deuxième Guerre mondiale. Ça aussi, c'est une très jolie image. oui, alors voilà, c'est ça. C'est les derniers feux d'une Europe, en fait. Oui, alors ça, le bal du Labia a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Ce qu'on a appelé les années folles étaient vraiment folles parce qu'ils dansaient... Sur un volcan. Oui, mais puis, le volcan, ils s'en rendaient compte, mais je préférerais dire sur les braises d'une guerre mal éteinte. Oui, et, sur le souvenir de cette... Il y avait un étourdissement. Oui, après la guerre de 14 ans. Ils s'étourdissaient, ils avaient 20 ans, 30 ans, ils s'étourdissaient, et en même temps, je me demande si ça n'a pas été la motivation pour cette explosion de littérature et d'écriture, comme s'ils voulaient jeter un cri avant le drame de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, oui. Et, on revient à votre définition. Si vous n'avez pas mal quelque part, inutile d'écrire. Oui, oui. Alors ça, ils l'ont senti. Et par exemple, dans le journal de Julien Green, qui était un grand ami de mon père, Julien Green dit en 1932, je déjeune avec la Cretelle, il pense être mobilisé dans les jours qui viennent. Oui. Donc ils ont eu une angoisse permanente et en même temps, Cocteau crée le bas sur le toit, les boîtes de nuit, ils s'étourdissent, mais ils s'étourdissent en sachant qu'ils courent à une catastrophe. Absolument. Et la catastrophe arrive. Bien sûr. Et alors, au contraire, il y a eu, alors en 50, ça devait être en 52, ce fameux bal du Labia où la vie frivole et mondaine a repris. Et surtout une vie européenne, parce que les invités venaient de toute l'Europe. Oui, oui.
C'était très cosmopolite. Et ce qui est très très joli, c'est que votre père va voir tous ses amis, les appelle et leur dit venez, je vais vous présenter à ma fille. Mm. Et ce jour-là, vous vous sentez la reine. Enfin, On va vous présenter. oui, C'est très joli comme phrase. Je me sens, en tout cas, accéder Oui. un peu à être adulte. Oui. J'étais une enfant et tout d'un coup, j'ai l'impression de devenir un peu adulte. Mais ce que vous dites est tellement vrai, et c'est pour ça que je l'appelle ainsi. Je dis que les enfants d'hommes un peu exceptionnels, je mets même les grands patrons, les gens Oui, comme oui, ça, absolument. sont des enfants du partage. Bien Et il sûr. faut qu'on comprenne Bien sûr. que nous devons partager notre vie, Oui, oui, avec- que nos parents ont une affection écartelée Oui. entre leur devoir artistique ou entrepreneurial oui, oui. et leur vie familiale. Et ça, une fois qu'on l'a compris, c'est beaucoup plus facile à accepter. Absolument. Mais enfin, il faut comprendre qu'on partage l'attention de nos parents avec une charge plus Absolument. haute que nous. Absolument. Alors, ce jeune homme n'avait pas l'air tout promu à un bel avenir. Sa mère se désespère. Ah oui, oui. Elle le change d'établissement. Ah oui. Il ne va pas passer son. Il ne passe pas son il va pas passer son baccalauréat. bac, Non. mais il va avoir un professeur merveilleux Ah oui, qui s'appelle André Bélessor. exactement. Et, Qui est un des grands professeurs de Janson de Sailly oui. et qui Et qui a été professeur à Normal, absolument. puisque Thierry Molnier, Maurice Bardèche et Brasiliac ont eu Bélessor, et il en reste un souvenir éblouissant, parce qu'il avait un sens de la littérature qu'à nul autre pareil. Et ce qui est amusant, ce qui est étrange, c'est donc qu'il va le retrouver à l'Académie française. Voilà. Puisqu'il se présentera en 1936 Et il sera, avec Paul Morand. et- Ils sont nés tous les deux la même année. Paul était né en avril, je crois, et mon père en juillet. Et alors ils se présentent tous les deux en 1936 et ils se représentent à la fin de l'année. Mon père est élu et Paul malheureusement n'est pas élu. Et après il aura tout ce parcours. Difficile, oui. Difficile parce que pour le accéder. général de Gaulle s'y opposait. Oui. Mais vous écrivez bien que c'est une époque où on ne place rien au-dessus de la littérature. Oui. Et on n'avait pas inventé, dites-vous, l'engagement. Et quand on connaît notre époque, on s'est dit que c'était une période bénie. Parce que des gens qui pensaient différemment pouvaient se voir et se retrouver et converser. Oui. Il n'y avait pas ces espèces de pétitions, de clans, d'ostracisation, de fatwas, il faut quand même bien le dire, de fatwas contemporaines. Et ça, c'était un bonheur. Alors, il écrit son œuvre, j'ai envie de dire, pendant la première partie de sa vie. Oui, c'est son œuvre. Silbermann, Il y a Silbermann, il y a alors après, Amour nuptial, Amour nuptial, Léo Pont, Pont, et beaucoup d'autres nouvelles parallèlement, Lettres espagnoles, Paola Ferrani, La mort d'Hippolyte. Et quel livre conseilleriez-vous à nos téléspectateurs qui voudraient découvrir l'œuvre de Jacques de la Cretelle, Écoutez, qui est édité en poche? On trouve toutes ses œuvres en poche. Écoutez, je ne peux pas dire précisément une œuvre la plus cruelle mentalement, c'est le roman qui a eu le Grand Prix du roman en 1930 qui s'appelle Amour nuptial. C'est un livre, ma fille l'a lu récemment, elle ne l'avait pas lu, elle était horrifiée, elle a dit « mais est-ce que tu crois que c'est une histoire réelle ?» Et non, mais enfin, c'est l'histoire d'un écrivain, donc, qui, au fond, torture mentalement son épouse et elle en meurt. C'est un peu comme l'histoire Adolphe de Benjamin Constant. Et mon père était un grand admirateur de Benjamin Constant. Mais je dois dire, et c'est horrible de le dire, mais Silbermann
qui est apparu en 22, Oui. reste une tragique actualité, puisque c'est l'histoire d'adolescents dans le lycée Janson de Sailly et d'un petit enfant, enfin un préadolescent. Ce n'est pas une histoire d'homosexualité, c'est des préadolescents qui torturent un petit garçon juif. Qui harcèle. Ouais. Et c'est ça l'histoire. Oui, oui, oui. Et donc, cette histoire se reproduit encore de nos jours, puisqu'on a des cours de civisme dans les lycées maintenant pour essayer Oui, d'éviter... enfants juifs ou pas juifs. Il y a Oui. des tas d'enfants qui sont oui, maltraités. ostracisés pour une Qui raison sont ou une autre. maltraités. Oui, oui, Et absolument. évidemment, d'ailleurs, ce roman a été étudié dans les lycées français. Oui. Je ne sais pas s'il est toujours au programme. Donc, il est très actuel aussi. Alors, ses amis sont quand même, j'ai envie de dire, tous les princes du temps. Oui, Il y a les poètes, Charles Dubos, Henri de Régnier, il y a Roger Martin du Gard, il y a Cocteau, Morand, il y a les musiciens, Ravel, Poulenc, Stravinsky, oui. Nadia Boulanger, Oui, oui. les Casadesus, et puis les peintres. Il a aimé Marie Laurencin. Oui, alors là, c'est une histoire très touchante. Oui. Parce que quand Marie Laurencin a été rompue, ou c'est plutôt Apollinaire, a rompu sa liaison avec Marie. Et Marie adorait Apollinaire. Alors elle a été crucifiée et elle s'est jetée dans les bras d'un homme qui lui faisait la cour. Elle était très séduisante, je l'ai bien connue. Et Marie était ravissante, et avec une jeunesse, une grâce, vraiment. Celle de ses tableaux. Oui, vraiment, elle avait une grâce merveilleuse. Et alors, un Allemand l'épouse, qui étudiait la peinture à Paris, mais la guerre de 14 éclate, Oui, et du coup, elle du fait devient- de son mariage, elle devient L'ennemi. ennemie de la France. Elle est obligée de s'exiler. Oui. Et quand elle revient, son mariage se dissout et elle tombe amoureuse de mon père et ils ont une liaison. Mais tout ça, une fois de plus, on revient de ce que nous disions au début de cet entretien, c'est que les choses étaient très libres. Marie aussi avait une liaison avec Philippe Berthelot. Philippe Berthelot, c'est l'ami de Claudel. Absolument. C'est celui qui faisait les 400 coups à Et puis, Pékin avec Claudel. C'était vraiment un esprit extraordinaire, mais elle Ouais. avait cette liaison avec Mais un mon joyeux père. luron, oui. Et puis mon père, lui, avait une liaison avec Jacques Février, le grand pianiste. Ils partaient tous les deux pour Bayreuth. Et donc c'était une vie extrêmement libre. Ouais, Mais ouais. Marie a beaucoup aimé mon père, puisque même elle écrit dans une de ses lettres, j'ai vu un notaire très sérieux et je te fais mon légataire universel. Enfin bon, et puis la chose n'a pas... Elle n'a pas été faite. N'a pas été faite. Mais il y a ce goût de l'écriture extraordinaire. Tout le long, vous citez Paul Morand, qui a eu une correspondance très longue avec Chardonne et qui écrit « Je vais continuer à lui écrire, car n'écrire qu'à soi-même, c'est n'écrire à personne. » Oui, absolument. Et c'est le début de ce fameux journal inutile, qui est vraiment un monument. Alors, nous étions très intimes avec les Morand, et j'ai entendu Paul dire « Oh, tu sais, à mon père, tu sais, je commence un journal, mais on aura le droit de le publier qu'en l'an 2000. » Et ça nous paraissait une date sidérale. Et non. 2000, enfin, c'était Oui. comme du Jules Verne. Et puis un jour, l'an 2000 était là, l'an 2000 est arrivé, et il y a eu la publication du journal inutile, qui est vraiment un ouvrage tout à fait comme était Paul. Il s'intéressait à tout. Alors on passe d'une chose littéraire à un tableau, à un voyage. On va parler de correspondance, puisque vous êtes une grande spécialiste et que vous avez créé ce prix Sévigné. Mais votre père dit aussi qu'en amour, il faut écrire.
car aimer sans écrire, c'est aimer en chambrière. Et c'est vrai que j'ai toutes les lettres d'amour de mes parents. Et c'est émouvant, je les ai trouvées à la mort de ma mère, elles sont classées, numérotées, et c'est pour ça que j'ai osé en introduire des citations, parce que s'il n'avait pas voulu que ça perdure... Il les aurait supprimées. Oui, il les aurait. Et là, elles sont tellement, avec une telle ferveur, classées avec une ferveur, que... et puis Madeleine Druon, l'épouse de Maurice Druon, qui était aussi une amie intime, je lui en ai parlé. Et elle m'a dit, mais non, Yolande me parlait de ses chères lettres. Donc j'ai osé me servir de ces lettres très intimes dans mon livre. Oui, mais ça donne une chair à votre livre très... Oui, c'est la vérité. Mais c'est vrai que j'ai créé le prix Sévigné en 1996, qui était le tricentenaire de la mort de la marquise de Sévigné. Et en même temps, à Grignan, Bruno Durieux, le maire de Grignan, a eu la même idée et il a créé le Festival de la correspondance. Et finalement, les deux événements se sont mariés. Oui, voilà. Nous sommes repris au Festival. Alors, peut-on vous demander qui a été le gagnant l'an dernier et quels sont les concurrents cette année? Alors, l'an dernier, ça vient exactement corroborer ce que j'explique dans mon livre. C'était la correspondance entre 1910 et 1942, à son suicide, de Romain Rolland et Stefan Zweig. Oui, et il y a 3 volumes de correspondance où ces esprits supérieurs, ces esprits visionnaires, un prix Nobel et Stefan Zweig universellement connus, n'expriment que leur angoisse de cette guerre mal éteinte. Et ils comprennent que ça reprend. Et Zweig ne supportera pas. Et au Brésil, avec son épouse, il se suicide en 1942. Donc ça a été vraiment un prix qui a explicité ces années folles, quelque part, qui étaient folles dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Et le dernier prix que nous décernons, alors c'est encore, mais là ça s'est trouvé, c'était un hasard, mais c'est encore les séquelles de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, car c'est la correspondance entre Jean Paulhan, qui était le directeur de la NRF, et Pierre Drieux-La Rochelle, qui a repris la direction de la NRF pendant la guerre. Parce que Paulhan, lui, s'était mis en retrait. En fait, il faisait de la résistance. Et Gaston Gallimard voulait que la revue demeure. Et on s'est dit, on va prendre Pierre Drieux-La Rochelle, qui est vraiment amoureux de la littérature, et en même temps a de bonnes relations, entre guillemets, avec les Allemands. Ça a dévié, mais on a espéré. Et mon père a espéré. J'ai retrouvé une citation de lui où il est vraiment plein de joie du recommencement de la NRF en 1942, où elle repart. Bien sûr, oui. Enfin, Drieux n'est pas allé beaucoup plus loin que Gallimard, qui voulait que la revue demeure. Il ne faut pas charger les écrivains qui ont continué à écrire pendant l'occupation. Ou alors, cette période a été horrible. Il ne faut pas condamner Pierre Drieux-La Rochelle et célébrer Gallimard. Ça me paraît un petit peu injuste. Oui, il faut rééquilibrer. Mais alors, la correspondance est quand même très, très explicite. Alors, nous avons donné le prix, et c'est Madame Batty de Lalande qui a décrypté et expliqué avec beaucoup d'érudition toutes ces lettres, ces billets entre ces deux hommes qui étaient un peu en opposition frontale. Bien sûr.
Paulan et Drieux. Bien sûr. Oui. Mais qui s'écoutaient et qui se parlaient. Parce que c'était une époque où, Oui. c'était une époque où l'on échangeait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement. C'est une entreprise très belle parce que je dois vous avouer que j'aime beaucoup les correspondances parce que moi aussi. lire une œuvre est une chose très agréable, mais l'écrivain dont c'est vous qui le dites ou votre père qui dit le premier personnage d'un roman, c'est l'auteur lui-même. C'est mon père. C'est votre père. Oui. Mais c'est vrai, mais il est caché. Il est caché. Il y a des filtres. Alors que dans une correspondance, on a l'écrivain en direct. Oui, on le absolument. touche et c'est fabuleux. Fabuleux. En fait, surtout, la lettre et l'écrit qu'on ne peut pas reprendre, Non. irretouchable Non. quelque part. Non. Ça lui donne la force. Il n'y a pas de filtre. Mais oui. Il n'y a pas de correction. Il n'y a pas de correction. C'est le fond de l'âme. Et alors, c'est d'ailleurs les correspondances, très souvent, doivent avoir une période de décantation, parce que ce sont des bombes à retardement, parce qu'on exprime Oui. tout le fond de son être, et en même temps, on ne peut pas, des mémoires, un journal, on peut retoucher. Même Michel Déon avait repris un de ses romans, tandis que là, c'est fini. Oui. La lettre Elle est partie. elle est partie, c'est fini, elle vous a échappé. Elle est dans un tiroir très loin. Oui, ce côté explosif, je dois dire, m'a énormément séduite. Et j'adore la lettre, et c'est pour ça que ce tricentenaire de la mort de Madame de Sévigné, j'ai eu l'idée de créer ce prix parce que j'avais découvert que, chose que très peu de gens savent, une partie de ces lettres avait été brûlée. Ah oui. Mais, c'est le fameux manuscrit Capmas, elles avaient été copiées. Et donc, on a les lettres qui ont été brûlées, mais à la demande de sa petite fille, on a brûlé. Sa petite fille a dit: je ne veux pas qu'on publie les lettres de ma grand-mère, ça ne se fait pas. Et elle a demandé à son gendre, Castan, de les brûler. Ce qu'il a fait, mais presque 100 ans après la mort de Madame de Sévigné. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit: mais c'est fou, il faut absolument convaincre les gens de garder ce trésor que sont les lettres, peut-être avec cette période de décantation. On ne les publie pas tout de suite. Oui, il faut attendre que les gens soient morts, il faut attendre que le temps ait fait son œuvre. Mais c'est un écrit absolument passionnant et vraiment je rends hommage aux bénédictins qui les rendent explicites. Oui, moi j'ai connu l'homme qui a établi la correspondance de George Sand. Et cette correspondance qui a occupé une dizaine de tomes. C'était un fleuve. Ça a été merveilleux parce que lire une lettre de George Sand, c'était très étonnant. Et c'était un feu d'artifice. C'était un feu d'artifice comme est votre livre, chère madame. Anne de la Cretelle, Tout un monde, Jacques de la Cretelle et ses amis, aux éditions de Fallois. Vous avez quand même le don de l'écriture et vous avez l'amour de l'écriture. Oui, c'est vrai. et la joie de l'écriture. Et je dois dire que ce livre donc, exulte de cette joie et de cette liberté et de cette aisance. Et donc c'est un grand livre. Encore une fois, merci beaucoup, madame. Et nous ferons très attention dorénavant au prix Sévigné dans cette émission. Merci beaucoup. Amis de TV Liberté, à très vite.